Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé puisqu'elle est consacrée à l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'histoire, Andrei Tchikatilo, aussi connu sous le nom du boucher de Rostov. Alors, c'est une affaire qui est extrêmement documentée, mais à la différence de certains autres cas, beaucoup de ce qu'on sait vient directement de la bouche du tueur lui-même. Donc, comme d'habitude, je vous invite à prendre un petit peu de recul parce qu'on sait bien que les tueurs en série ont la fâcheuse tendance à réécrire l'histoire à leur manière. Tchikatilo a été actif pendant plus de 10 ans dans plusieurs régions de l'ex-URSS et vous allez voir que la traque policière a été longue, chaotique et marquée par des erreurs tragiques. Et puis, il y a eu un procès complètement absurde et sensationnaliste. Tchikatilo a avoué plus de 50 meurtres, donc malheureusement, je pourrais pas parler de toutes les victimes une par une, et même si c'est quelque chose qui m'attriste, parce que vous savez que j'essaye toujours de mettre en lumière les victimes plutôt que les bourreaux, ici je vais vraiment pas pouvoir toutes vous les présenter. Cela dit, comme on n'a pas beaucoup d'images pour illustrer cette affaire, je ferai défiler ponctuellement des fiches avec leur nom, âge et portrait si on en a. Et puis juste avant de commencer, permettez-moi de vous parler rapidement du sponsor de cette vidéo qui soutient la chaîne depuis longtemps, donc c'est vraiment important de le remercier, CyberGhost. CyberGhost est un VPN conçu pour dissimuler votre adresse IP et sécuriser vos données en les chiffrant lorsque vous naviguez sur Internet. C'est un leader mondial en matière de sécurité et de confidentialité en ligne, utilisé par plus de 38 millions de personnes à travers le monde, régulièrement classé parmi les VPN les mieux notés sur Trustpilot. Mais en plus de renforcer votre confidentialité et votre sécurité, un VPN offre de nombreux autres avantages. Par exemple, il permet de contourner les restrictions géographiques sur plus de 40 grandes plateformes de streaming, comme Netflix, Disney+, Amazon Prime, Hulu et bien d'autres, où que vous soyez. Si vous êtes amateur de true crime, sachez que la bibliothèque américaine de Netflix regorge de titres qu'on n'a pas forcément chez nous. Avec CyberGhost VPN, il suffit d'un clic pour changer de localisation virtuelle et accéder à encore plus de contenu. C'est également super pratique pour consulter des articles bloqués dans certaines régions ou pour dénicher les meilleurs prix lors de vos réservations en ligne. CyberGhost garantit une protection totale de vos données grâce à sa politique stricte de no logs qui assure qu'aucune information utilisateur n'est collectée ni stockée. Résultat, personne, pas même CyberGhost, ne sait ce que vous faites en ligne, ce qui vous offre un anonymat renforcé. Avec plus de 11 000 serveurs répartis dans 100 pays, vous pouvez accéder à vos sites préférés partout et à tout moment, sans restriction, tout en profitant d'une connexion rapide et fiable. CyberGhost est aussi très facile à prendre en main, même pour celles et ceux qui, comme moi à la base, ne sont pas à l'aise avec l'utilisation des VPN. Et ces applications sont compatibles avec tous vos appareils, Windows, Mac, Linux, Android, iOS, télévision connectée et même les consoles de jeux. Et puis un seul abonnement vous permet de connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. C'est donc parfait pour le partager avec vos proches. En plus, vous bénéficiez d'une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et d'un service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à vos questions. En cliquant sur le lien en barre d'infos, vous pourrez profiter d'une offre exceptionnelle, moins 83% sur l'abonnement de 2 ans, avec 4 mois offerts. Ça revient à seulement 2,03 € par mois, un prix vraiment abordable pour s'assurer que vos données soient protégées. Et en plus, ça soutient ma chaîne. Merci encore à CyberGhost pour leur confiance et leur soutien. Maintenant passons au sujet du jour. Comme d'habitude, installez-vous confortablement, éteignez vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes le 10 janvier 1984 à Rostov-sur-le-Don, une grande ville du sud de l'URSS. Un train venu de Moscou siffle dans la brume matinale avant de s'arrêter brusquement.
Sur le quai, parmi les nombreuses silhouettes emmitouflées, il y en a un qui se démarque. Le major Mikhail Fetisov, avec son grand manteau d'officier fermé jusqu'au cou, a un visage grave. Il a été envoyé à Rostov en personne et il sait que c'est pas pour rien. À ce moment-là, 4 cadavres ont déjà été retrouvés dans la région. 4 victimes, toutes tuées de manière brutale et surtout étrangement similaires. Elles sont toutes jeunes, voire très jeunes. Elles ont été poignardées à de très nombreuses reprises et leur corps a été sauvagement mutilé. Même si les journaux parlent encore d'incidents isolés, les autorités locales commencent à douter et les rapports qui sont remontés à Moscou jusqu'au bureau de Fetisov laissent penser que ces crimes cachent quelque chose de beaucoup plus sombre que les meurtres sur lesquels il enquête d'habitude. Là, ce sont pas de simples règlements de compte ou des crimes qu'on dirait à l'époque passionnels. Les coups portés aux victimes dépassent de loin le nécessaire et ils semblent répondre à un besoin inquiétant de violence et de sadisme. Quand le major arrive au commissariat central de Rostov, il convoque immédiatement une réunion avec les 10 enquêteurs chargés du dossier. Sur la table ovale usée, il pose une à une les photos des scènes de crime avant d'annoncer d'une voix calme « On va traiter ces affaires comme étant liées, jusqu'à preuve du contraire ». Les semaines suivantes, Fetisov organise ses hommes en plusieurs équipes chargées de remonter le fil des enquêtes, les éventuels témoins, les suspects, les archives, les anciens détenus. Rien ne doit passer sous le radar. Mais en mars 83, les recherches sont au point mort et Fetisov décide de changer de stratégie. Il convoque Viktor Bukharov, un jeune expert en criminalistique fraîchement diplômé. Le but de Fetisov est simple, il faut trouver une preuve indéniable que ces crimes sont liés. Et quelques semaines plus tard, on découvre un nouveau corps, celui d'une fillette de 10 ans. Burakov est appelé sur les lieux et voici ce qu'il constate. Le corps est atrocement mutilé et les blessures sont encore plus brutales que sur les victimes précédentes. Mais ce qu'il frappe le plus, ce sont les petites stries présentes autour des orbites vides de la victime. Elles sont identiques à celles qu'il a pu observer sur les photographies des autres corps, il en est persuadé. Burakov retourne au commissariat et il entre dans le bureau du major Fetisov sans frapper pour livrer ses conclusions. C'est pas un crime isolé et c'est pas non plus une série de meurtres aléatoires. Non, ce qu'il y a là, c'est un schéma, un rituel. Fetisov est visiblement satisfait des découvertes de l'expert. Il va lui confier la direction de l'enquête. C'est le début de l'opération qu'on appellera Chemin forestier, durant laquelle Viktor Burakov va consacrer près de 10 ans de sa vie à traquer le monstre de Rostov, un tueur en série aussi terrifiant qu'insaisissable. Mais si vous le voulez bien, on va commencer par le début. Pas de suspense ici, on va commencer tout de suite par l'enfance de celui qui sera surnommé plus tard le boucher de Rostov. Andrei Romanovitch Tchikatilo est né le 16 octobre 1936 à Yablouch, un petit village de l'Ukraine soviétique. Vous le savez probablement, c'est une période très difficile pour la plupart des habitants de l'URSS. Alors, je vais pas me prendre pour le Stéphane Bern que je suis pas, mais je suis quand même obligée de faire un petit point historique parce que le contexte dans lequel Tchikatilo est né est très particulier et évidemment ça va jouer un rôle important dans son développement pour la suite. Donc, à cette époque, la collectivisation de l'agriculture, instaurée par Staline, a créé une famine sévère et l'Ukraine se remet à peine du Holodomor, la grande famine au cours de laquelle 6 millions de paysans sont morts de faim entre 1931 et 1933. L'Ukraine est le pays le plus touché et d'après les dirigeants ukrainiens, c'est pas un hasard. Staline aurait voulu briser le nationalisme ukrainien et après la chute de l'URSS, cet acte sera même qualifié de génocide par la population ukrainienne. D'ailleurs, les parents d'Andrei, Roman et Anna, sont des ouvriers agricoles dans un sovkhoz, une ferme qui appartient à l'État. Et pour résumer le système de manière très simplifiée, ils ne sont pas payés pour leur travail, mais ils ont le droit de cultiver un petit lopin de terre pour se nourrir. La famille Tchikatilo vit dans une minuscule cabane d'une pièce seulement et ils sont parfois obligés de manger de l'herbe et des feuilles pour ne pas mourir de faim. Parce que oui, je l'ai pas précisé, mais vous vous doutez bien que la malheureuse parcelle qu'ils ont le droit d'exploiter est loin d'être suffisante pour les nourrir. Donc les premières années de la vie d'Andrei sont marquées par la privation et la faim, d'autant plus que sa mère, Anna, ne va pas arrêter de lui parler de Stepan, le frère aîné qu'il n'a jamais connu, puisqu'il aurait été kidnappé et dévoré par des voisins affamés.
Alors, je précise tout de suite que cette histoire n'a jamais pu être vérifiée et qu'il n'y a même aucun document officiel qui atteste de l'existence de Stepan. Cela dit, je doute que les naissances dans les cosmos soviétiques aient été documentées avec soin et rien ne prouve non plus que cette histoire ait été complètement inventée par Anna. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va profondément marquer le petit Andrei. Et oui, se faire répéter sans cesse que son frère a été dévoré par les voisins, ça traumatise forcément. Le 22 juin 1941, l'Allemagne déclenche une invasion massive du territoire soviétique. Suite à ça, l'URSS va officiellement rejoindre les Alliés et entrer en guerre ouverte avec l'Allemagne d'Hitler. Le père d'Andrei est appelé à servir dans l'armée rouge, mais après avoir été blessé au combat, il est capturé par les nazis et envoyé dans un stalag, un camp de prisonniers de guerre. En parallèle, sa femme et son fils subissent les atrocités de l'Ukraine occupée, incendies dévastateurs, bombardements, fusillades. Bref, le petit Andrei, qui n'a que 5 ans à ce moment-là, grandit dans la violence de la guerre, mais pas seulement. Il souffre d'énurésie, ce qui est pas réellement étonnant vu le contexte stressant, mais sa mère ne le supporte pas, ils dorment ensemble, et toutes les nuits, quand Anna réalise que son fils a fait pipi au lit, elle l'humilie et le bat violemment. En 1943, Anna donne naissance à une petite fille qu'elle appelle Tatiana. Et si vous avez bien suivi, vous savez qu'à ce moment-là, son mari est encore prisonnier dans un camp nazi. Donc il peut pas être le géniteur. La théorie la plus crédible, au vu du contexte, c'est qu'Anna ait été violée par un soldat allemand et que Tatiana soit le fruit de cette agression. D'ailleurs, c'est probablement pas la seule à s'être retrouvée dans ce cas de figure, puisque de nombreuses femmes ukrainiennes ont été agressées pendant l'occupation nazie. Et là, je parle d'un cas précis, mais je tiens aussi à dire que c'est une des conséquences tragiques de toutes les guerres. Bref, en septembre 1944, Andrei a 7 ans et il commence sa scolarité qui est très difficile pour lui. Il est extrêmement timide et frêle, il porte des vêtements rapiécés et il s'évanouit même plusieurs fois à cause de la faim. Tout ça fait qu'il est une cible facile pour les autres enfants qui le harcèlent quotidiennement. Et puis à la maison, on l'a vu, c'est pas mieux, hein. Anna est une mère autoritaire et cruelle qui humilie constamment ses enfants. Alors, Andrei va se réfugier dans la lecture. Il passe son temps à lire et il s'entraîne aussi à tout mémoriser pour compenser le fait que sa myopie l'empêche de lire le tableau en classe. Pour ses professeurs, Andrei est un excellent élève avec des capacités nettement supérieures à celles des autres enfants de son âge. En 1945, la guerre prend fin et Roman, le père d'Andrei, est libéré, mais quand il retourne en Ukraine, il est considéré comme un traître. Et oui, parce que pour Staline, tous les soldats capturés sont soit des lâches, soit des collabos. Même s'il échappe de justesse au goulag, la famille tout entière est marginalisée à cause de son statut. Roman Chikatilo meurt quelques années plus tard, dans les années 50, et même si on connaît pas la cause exacte, son décès est probablement dû aux séquelles physiques et psychologiques de la guerre. Le reste de la scolarité d'Andrei se passe sans encombre. C'est un élève modèle, comme je vous l'ai dit, qui excelle dans toutes les matières. En grandissant, il commence aussi à s'intéresser à la politique, et plus particulièrement au communisme. À l'âge de 16 ans, Andrei est même nommé représentant du Parti communiste de son école. Ses lectures deviennent plus engagées, et il est également chargé d'organiser des réunions et des manifestations pour le parti. Visiblement, son engagement politique ne l'empêche pas d'étudier puisqu'en 1954, il obtient son diplôme de fin d'études avec d'excellentes notes. D'ailleurs, c'est le seul élève de son Sokov à avoir réussi à terminer le lycée. Par contre, sa vie amoureuse et sexuelle, elle, est plus compliquée. Andrei découvre très jeune qu'il souffre de dysfonction érectile, et lui qui est déjà très timide, ça va rendre ses interactions avec les filles encore plus difficiles. Certes, personne à part lui n'est au courant, mais c'est quand même quelque chose qui aggrave son manque de confiance en lui et sa timidité. Il est maladroit, il n'ose pas aborder les filles, et son comportement n'est a priori pas menaçant ni violent. Enfin, pas jusqu'à ses 17 ans, puisqu'un incident va particulièrement marquer Andrei. Un jour, alors qu'il est chez lui avec sa petite sœur et une de ses amies âgée de 11 ans, il lui saute dessus et la plaque au sol. Je vous avoue que la raison derrière son geste n'est pas claire. Est-ce que c'était un jeu ou alors est-ce que c'était une véritable agression? On sait pas trop. Toujours est-il que le fait que la petite fille se débatte alors qu'il la maintient au sol va lui faire vivre l'une de ses premières érections et il va même éjaculer. C'est clairement ici un des signes précurseurs de sa sexualité déviante,
Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir quand on parlera de sa psychologie. Peu de temps après, Andrei réussit le test d'admission de l'université d'État de Moscou, mais ses notes de lycée ne sont pas jugées assez bonnes pour qu'il soit accepté. Andrei vit très mal cet échec et il se met en tête que ce refus est lié au statut de son père. D'après lui, l'université a refusé d'accepter le fils d'un homme qui a été jugé comme un traître à sa patrie. La vérité, c'est simplement qu'Andrei n'a pas eu d'aussi bons résultats que les autres candidats, mais ça, visiblement, il n'était pas disposé à l'entendre. Et plutôt que de s'inscrire dans une autre université, il déménage à Koursk et il travaille quelques mois dans une exploitation agricole. En 1955, il commence aussi une formation pour devenir technicien en communication et il entame sa première vraie relation amoureuse. Mais Andrei est incapable d'avoir des relations sexuelles avec sa copine et elle finit par rompre avec lui au bout d'1 an et demi. 2 ans après, il termine sa formation et part s'installer à Nizhny Tagil pour travailler sur un grand chantier de construction. En parallèle, il suit aussi des cours d'ingénierie à distance avec un institut à Moscou. Il reste là 2 ans, puis en 1957, il est appelé pour faire son service militaire. Pendant 3 ans, il va servir avec les gardes frontières en Asie centrale, avant d'être transféré dans une unité de communication du KGB à Berlin-Est. Là-bas, tout se passe bien, son dossier est impeccable, et il finit même par rejoindre le Parti communiste. En 1960, Chikatilo termine son service militaire. Il a 24 ans, mais il sait pas encore ce qu'il veut faire de sa vie, alors il retourne chez sa mère pour l'aider à la ferme. Quelques mois plus tard, il se met en couple avec une jeune divorcée, mais il rencontre le même problème qu'avec son ex-petite amie. Peu importe ce qu'il fait, il n'arrive pas à avoir de relations sexuelles. Sa petite amie, qui est un peu perdue, finit par en parler à ses amis et leur demande des conseils. Sauf que voilà, la rumeur fait vite le tour et tout le village apprend qu'il est impuissant. Dans une interview en 1993, Chikatilo raconte: « Les filles disaient dans mon dos que j'étais impuissant. J'avais honte, c'était insupportable. J'ai essayé de me pendre. Ma mère et des voisins m'ont trouvé à temps, ils m'ont sauvé. À ce moment-là, j'ai compris que plus personne ne voudrait de moi. Alors je suis partie. J'ai fui loin de mon village, loin de tout ça. » Il déménage à Rostov et il travaille brièvement comme ingénieur en communication avant de quitter l'Ukraine et de s'installer en Russie, qui était appelée la République socialiste fédérative soviétique de Russie à l'époque. En 1961, sa petite sœur, Tatiana, termine le lycée et emménage avec son frère. Elle se marie très rapidement après et part s'installer chez les parents de son nouveau mari, mais la solitude de son frère lui pèse. Elle est inquiète pour lui, elle se met donc en tête de lui trouver une femme. En 1963, elle lui présente Féodosia Odnacheva et ils se marient seulement 2 semaines après leur rencontre. C'était clairement un mariage arrangé, et même si Chikatilo est attiré par sa femme, de nouveau, il n'arrive pas à maintenir une érection. Mais ça ne décourage pas Féodosia qui veut absolument devenir mère, et pour ça, elle a une solution. Elle va demander à son mari de se masturber, puis d'éjaculer sur elle, avant d'utiliser ses doigts pour l'inséminer, j'ai pas d'autre terme. Et ils vont réussir à avoir 2 enfants de cette manière, une fille, Ludmila en 1965, et Yuri, un garçon, en 1969. En parallèle, Chikatilo suit des cours de littérature et de philosophie par correspondance, et il obtient son diplôme en 1970. Il décroche rapidement un poste de professeur de littérature dans un lycée à Novochatinsk, en Russie, mais on peut pas dire que ce soit une véritable vocation pour lui. Bien sûr, il est cultivé, il connaît très bien les sujets qu'il enseigne, mais il n'arrive pas à gérer sa classe, il a aucune autorité sur ses élèves, qui passent plus de temps à se moquer de lui qu'à écouter ses cours. En tout cas, c'est ce qu'il prétend. Je dis pas que c'est faux, mais on sait que Chikatilo avait quand même vachement tendance à toujours assumer le rôle de la victime. Après, c'est aussi tout à fait possible que ses élèves aient profité de son manque de confiance en lui pour le pousser à bout. Je pense qu'on sait tous comment les élèves peuvent se comporter avec un prof un peu trop effacé, qui réagit pas suffisamment aux provocations. Bref, tout ça pour dire que Chikatilo va clairement pas exceller dans son job de prof. Pourtant, ce poste va tout de même lui offrir l'occasion de nourrir certains de ses fantasmes les plus dérangeants. Ouais, parce que l'une de ses tâches en tant que professeur, c'est de vérifier que les pensionnaires sont bien dans leur lit la nuit. Alors, il se met à rentrer dans le dortoir des filles sans prévenir, dans l'espoir de les apercevoir nus. À plusieurs reprises, il va même tomber sur des couples en train de faire l'amour, et même s'il confie avoir été excité, il ajoute aussi que c'est quelque chose qui l'a beaucoup dérangé. Mais ce qu'il trouve dérangeant, c'est pas le fait d'avoir vu des adolescents en train de coucher ensemble, non,
c'est de voir, et je cite, « des enfants faire ce qu'il n'a jamais réussi à faire en 30 ans d'existence ». Et puis, au bout d'un moment, le simple fait de regarder ne lui suffit plus. On le sait, c'est assez classique de voir des agresseurs qui commencent par du simple voyeurisme avant de vraiment passer à l'acte. D'après ses anciens collègues, Chikatilo était aussi un exhibitionniste qui prenait du plaisir à se caresser en face de ses élèves. En mai 1973, Chikatilo profite d'un cours de natation avec ses élèves pour s'approcher de l'une d'entre elles et toucher ses parties génitales avant d'éjaculer alors que la pauvre fille se débat et tente de s'échapper. Quelques mois plus tard, il enferme une autre élève dans une salle de classe pour la frapper violemment et l'agresser sexuellement. Pourtant, ni ses tendances exhibitionnistes, ni ses agressions sexuelles répétées n'ont de réelles conséquences pour lui. Non, au final, ce sera les plaintes répétées de parents qui vont forcer le directeur du lycée à pousser Chikatilo à démissionner discrètement pour ne surtout pas faire de vagues. Parce que oui, au vu du contexte et de l'époque, les parents n'osent pas porter plainte auprès des autorités et le directeur, lui, refuse que les actes honteux du professeur ternissent l'image de son lycée. Et vous vous en doutez, Chikatilo va pas s'arrêter là. En 1978, il trouve un autre poste à Shakti, à seulement une 60aine de kilomètres du lycée qu'il a dû quitter. Et là-bas, il va évidemment continuer à espionner et agresser ses élèves. Il va aussi commencer à aborder des jeunes filles dans la rue en leur proposant du chewing-gum pour les attirer et gagner leur confiance. Bon, c'est pas la peine que je rentre dans les détails, je pense que vous avez compris quelles étaient ses intentions. Pendant plusieurs années, Chikatilo va continuer à agir en toute impunité, mais en mars 81, les accusations contre lui commencent vraiment à s'accumuler. Il y a des nombreux parents d'élèves, filles comme garçons, qui accusent Chikatilo d'avoir attouché et agressé leurs enfants, et sa carrière de professeur prend fin définitivement. Cela dit, encore une fois, ce sera la seule conséquence pour lui, il sera pas arrêté ou même interrogé par la police, et son casier judiciaire reste vierge. Parce qu'après tout, c'est vrai, en apparence, c'est un citoyen respectable, un père de famille, un homme cultivé, un membre du Parti communiste. Mais en fait, c'est pas le pire, parce qu'il a aussi des contacts haut placés au sein du gouvernement et aussi dans les services de police. Il a donc aucun mal à trouver du travail, et il est d'ailleurs engagé quelques jours plus tard comme commis au ravitaillement dans une usine. Ce poste va l'amener à voyager à travers l'URSS, et gardez ce détail en tête parce qu'il va jouer un rôle crucial dans la suite des événements. On l'a vu, Chikatilo est un prédateur qui s'en prend presque exclusivement à ses jeunes élèves mineurs, et même si jusqu'à présent il n'a pas encore franchi la barrière du meurtre, ça ne saurait tarder. En septembre 1978, Chikatilo achète une sorte de petite cabane abandonnée dans un coin reculé de la ville de Shakti. L'endroit est à peine aménagé, mais vous en doutez probablement, il compte absolument pas y vivre. Quelques mois plus tard, le 22 décembre plus exactement, Chikatilo parvient à attirer la petite Yelena Zakotnova, 9 ans, jusqu'à cette cabane. Là-bas, il essaye de la violer, mais il n'y arrive pas. Alors il l'étrangle, la petite fille, il la poignarde 3 fois dans l'abdomen. Son corps sera retrouvé 2 jours plus tard sous un pont à quelques centaines de mètres de l'habitation de Chikatilo. Et c'est clairement pas le seul élément qui relie Chikatilo à ce crime. Des gouttes de sang près d'une barrière en face de la cabane, le cartable de la petite Yelena qui est retrouvé au bout de la rue, et des témoins oculaires qui disent avoir vu un homme qui ressemblait à Chikatilo aborder la petite fille près d'un arrêt de bus. Alors, bien sûr, rien de tout ça n'est incriminant en soi, mais c'est quand même très suspect. Et pourtant, les enquêteurs ne vont même pas interroger Chikatilo parce qu'ils sont persuadés de déjà tenir leur coupable, Alexandre Kravchenko. Ce jeune fermier de 25 ans a déjà été arrêté et emprisonné pour l'agression et le meurtre d'une adolescente, et en plus il habite pas loin du lieu où a été retrouvé le corps de la petite Yelena. Et quand les enquêteurs fouillent le domicile de Kravchenko, ils découvrent un pull avec des gouttes de sang. Ce pull, il appartient à la femme de Kravchenko, et les analyses révèlent que le groupe sanguin correspond à celui de Yelena, mais aussi à celui de la femme de Kravchenko. Bah oui, parce que les analyses de l'époque étaient clairement pas aussi précises qu'aujourd'hui, et c'est vrai qu'un groupe sanguin, même si c'est déjà un bon début, c'est clairement pas une preuve directe de la culpabilité de quelqu'un. Pourtant, les enquêteurs refusent d'admettre qu'une autre personne puisse être impliquée, et même si Kravchenko a un alibi solide, fourni par sa femme, les enquêteurs exercent une pression terrible sur elle, alors elle finit par craquer et revenir sur ses déclarations initiales. Suite à ça, Kravchenko est arrêté pour le meurtre de Yelena Zakotnova et il est condamné à mort.
En 1980, sa peine est transformée en 15 ans de prison, mais ses proches n'abandonnent pas, ils sont persuadés que Kravchenko est innocent. Alors en 1983, la cour accepte de le juger à nouveau, mais là encore, ils le reconnaissent coupable, et Kravchenko est mis à mort par peloton d'exécution quelques semaines plus tard. Pendant ce temps, le vrai coupable, lui, est libre de continuer sa série meurtrière. Entre décembre 1978 et janvier 1983, Chikatilo fait au moins 9 victimes, au profil relativement similaire, des enfants à la rue, des jeunes travailleuses du sexe, bref, des personnes vulnérables, qui va appâter en leur promettant de l'argent ou de l'alcool. Par contre, si son mode opératoire reste sensiblement le même, ses crimes deviennent plus violents. Et oui, vous vous y attendiez à cette fameuse escalade de la violence, pas vrai? En fait, la simple mise à mort ne suffit plus à Chikatilo pour assouvir ses fantasmes, et il se met à mutiler sauvagement le corps de ses victimes. Je vais pas entrer dans tous les détails, mais en gros, sachez que il prélevait très souvent une petite partie du corps de ses victimes, le plus souvent leurs yeux. Et on sait pas vraiment ce qu'il faisait de ces trophées macabres par la suite, mais on sait par contre qu'il ne quittait presque jamais une scène de crime sans avoir goûté ses victimes. Ouais, parce que ces crimes n'étaient déjà pas assez horribles comme ça, donc il fallait rajouter un petit peu de cannibalisme sur tout ça. Bref, ça nous amène au début de l'opération Chemin Forestier que j'ai mentionné en début de vidéo. On l'a vu, l'enquête a été confiée à Viktor Burakov, un très jeune expert en criminalistique. Et même s'il a réussi à convaincre les forces de police qu'il s'agissait de meurtres sériels, il va se heurter aux croyances et aux superstitions de l'époque. Dans un premier temps, les enquêteurs vont se convaincre que les crimes ont été commis par une organisation criminelle chargée de prélever et de revendre des organes sur le marché noir. Après ça, la théorie du satanisme va prendre brièvement le relais, avant de laisser place à celle du malade mental, comme un pédophile ou un homosexuel, par exemple. Et oui, je rappelle qu'on est dans les années 80 en URSS et que, dans ce contexte, l'homosexualité est encore considérée comme un crime. D'ailleurs, elle est bien trop souvent associée à la pédophilie dans l'imaginaire collectif, alors que ça n'a évidemment rien à voir. Bref, en plus d'être cruelle, archaïque et fausse, ces idées vont conduire les enquêteurs à suivre des fausses pistes. Pendant des mois et des mois, ils vont concentrer tous leurs efforts sur les patients d'hôpital psychiatrique, très souvent de très jeunes hommes fragiles psychologiquement et arrêtés à cause de leur sexualité déviante. Les enquêteurs vont les interroger brutalement un à un et certains d'entre eux vont aller jusqu'à avouer des crimes après des heures et des heures de torture. 3 d'entre eux finiront même par se donner la mort à cause du traumatisme infligé par les enquêteurs, chose qui me semble importante à souligner car ces personnes ne sont jamais citées comme des victimes dans cette affaire, et pourtant. En tout cas, c'est tragique, surtout quand on sait que, tout comme Alexandre Kravchenko, ils n'avaient rien à voir avec cette série de meurtres. Après, attention, je dis pas qu'ils étaient tous totalement innocents, et d'ailleurs, certains de ces interrogatoires ont conduit à la résolution de près de 100 meurtres et 400 cas d'agression et de viol. Cela dit, c'est dur de voir ça comme une victoire quand on sait que des dizaines de jeunes hommes, parfois innocents, ont été torturés pendant des jours et des jours pour leur faire avouer des crimes qu'ils n'avaient pas commis. De son côté, Andrei Chikatilo, qui n'est absolument pas soupçonné à ce stade-là, continue de semer des corps à travers l'URSS et les enquêteurs n'ont toujours aucune piste sérieuse. Et le 13 septembre 1984, presque 6 ans jour pour jour après le premier meurtre de cette longue série, Chikatilo fait sa première rencontre avec les enquêteurs de l'opération Chemin Forestier. Alors qu'il tente d'aborder de très jeunes femmes à la gare routière de Rostov, son comportement interpelle 2 policiers en civil. Ils décident de le suivre et ce qu'ils voient confirme leurs suspicions. L'individu profite de la foule pour se frotter à plusieurs femmes avant de tenter de les aborder. Les 2 enquêteurs en civil interpellent l'homme, qui est immédiatement conduit au commissariat de Rostov. Sur place, il est fouillé et les enquêteurs saisissent dans ses affaires un couteau avec une lame de 20 cm, de la corde et un pot de vaseline. Alors oui, c'est carrément suspect, d'autant plus qu'entre-temps, ils ont découvert que l'individu était un certain Andrei Chikatilo avec un passé plutôt trouble. On l'a vu, il n'y a aucune plainte officielle qui a jamais été déposée contre lui, mais les nombreuses agressions qu'il a commises quand il était enseignant ont visiblement laissé une trace quelque part. En plus de ça, un ancien employeur a déposé plainte contre lui pour vol il y a peu de temps, et c'est une raison suffisante pour prolonger sa garde à vue.
Les enquêteurs décident de faire un prélèvement sanguin de Chikatilo pour le comparer à l'ADN du sperme découvert sur 6 des victimes du mystérieux tueur en série. Leur intuition leur dit que Chikatilo est l'homme qu'ils recherchent et pourtant, le groupe sanguin du tueur est de type AB, alors que celui de Chikatilo est visiblement de type A. Ils ajoutent quand même son nom à la liste des suspects, mais malheureusement, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Chikatilo sera quand même condamné pour vol, mais il fait que 3 mois de prison. Il sort de prison en décembre 84 et il se dit que il vaut mieux faire profil bas pendant un certain temps. Alors il trouve un nouveau travail dans une usine de locomotives à Novotcherkassk. Sauf que très vite, ses pulsions le rattrapent. Le 1er août 1985, il profite d'un déplacement professionnel à Moscou pour assassiner Natalia Poklistova, 18 ans. À ce moment-là, 23 des meurtres de Chikatilo ont déjà été reliés entre eux et les enquêteurs savent que celui qui a été surnommé le boucher de Rostov vient de récidiver. Plus de 40 enquêteurs travaillent à plein temps sur cette affaire et la militia patrouille dans toutes les gares de Rostov à la recherche du suspect, en vain. C'est à ce moment-là que Viktor Burakov, toujours chargé de l'enquête, décide de tenter une nouvelle approche. Il contacte le docteur Alexandre Bukhanovsky, un psychiatre réputé, et lui demande de dresser un portrait psychologique du tueur. Vous le savez, le profilage est encore tout nouveau à ce moment-là, et c'est une pratique qui n'a pas vraiment traversé l'Atlantique. D'ailleurs, c'est la première fois en URSS que la police consulte un psychiatre pour traquer un tueur en série. Toujours est-il que le docteur Alexandre Bukhanovsky livre un rapport de 65 pages, et vous allez voir que la ressemblance entre le tueur qu'il décrit et Andrei Chikatilo est troublante. D'après lui, le tueur est un homme âgé de 45 à 50 ans qui vit une vie très solitaire, il a vécu une enfance douloureuse et il est incapable d'aborder les femmes. Il est éduqué, potentiellement marié et père de famille, mais c'est aussi un sadique sexuel atteint de dysfonction érectile qui n'arrive à éprouver de l'excitation sexuelle qu'en voyant ses victimes souffrir. Il ajoute aussi que les meurtres sont un moyen pour lui de compenser son incapacité à avoir des relations sexuelles et que le couteau est un substitut de son pénis qui ne fonctionne pas comme il l'aimerait. Enfin, il termine son profil en écrivant que le tueur est un homme qui se déplace fréquemment pour le travail et que c'est pour cette raison que les corps ont été découverts dans la région de Rostov, souvent près de grandes gares routières ou ferroviaires. Même si c'est un résumé simplifié d'un rapport ultra complexe, on voit quand même que le psychiatre a vu juste, et Andrei Chikatilo est clairement du même avis. En fait, depuis le début, il suit assidûment l'enquête par le biais des journaux, mais aussi par ses contacts dans la police. Et quand il découvre finalement des extraits de son propre portrait psychologique qui ont été publiés, il décide de totalement changer son mode opératoire. Résultat, pendant les 5 années qui suivent, même si Chikatilo tue à plus de 20 reprises, les enquêteurs ont beaucoup de mal à relier les crimes entre eux, et quand ils y arrivent, ça les avance pas vraiment parce qu'ils ignorent encore complètement l'identité du coupable. En octobre 1990, face à la pression exercée non seulement par les dirigeants politiques, mais aussi par le grand public, le major Fetisov va mettre au point un nouveau plan. Comme la grande majorité des meurtres ont eu lieu près de gares, il décide de déployer plus de 360 policiers en uniforme mais aussi en civil dans toutes les grandes gares de la région de Rostov. Et cette stratégie s'avère payante puisque le 6 novembre 90, un policier en civil aperçoit un homme en train de se rincer les mains et le visage dans un puits de la gare de Donleskov. Le policier s'approche discrètement pour observer le mystérieux individu et il remarque plusieurs détails suspects. Déjà, son manteau est taché de boue au niveau des coudes et il a une petite traînée rouge sur la joue. Et en plus, il semble s'être coupé profondément au niveau de la main. Le souci, c'est que jusque-là, il a aucune raison de l'arrêter. Le fait qu'il soit suspect ne constitue pas une preuve en soi, et tout ce qu'il peut faire, c'est relever l'identité de cet homme et faire un rapport sur ce qu'il a vu. Quelques jours plus tard, le 13 novembre, le corps d'une jeune femme est découvert dans les bois autour de la gare de Donleskov, et le rapport du policier en civil devient crucial. Quand les enquêteurs découvrent l'identité de l'homme interrogé par le policier en civil, ça fait tilt. Andrei Chikatilo, ça fait longtemps qu'il fait partie de la liste des suspects, mais jusqu'à maintenant, ils avaient aucune raison de le soupçonner plus qu'un autre. Donc là, ils décident de le placer sous surveillance, et ce qu'ils vont voir confirme tous leurs soupçons puisque ils passent des jours à observer Chikatilo aborder des dizaines de jeunes femmes et d'enfants seuls.
Finalement, le 20 novembre 1990, après avoir réuni suffisamment d'éléments, les enquêteurs procèdent enfin à son arrestation. Quand il est arrêté, Chikatilo n'oppose aucune résistance. Il est presque serein puisque il affirme même que les enquêteurs ont fait une terrible erreur. Bah oui, il a déjà été arrêté en 84 et c'était pas lui. Les prélèvements l'ont confirmé. Sauf que cette fois, les autorités n'ont aucune intention de le laisser s'échapper et Chikatilo est envoyé au siège du KGB à Rostov. Issa Kostoyev, l'enquêteur en charge de son interrogatoire, sait qu'il n'a que 10 jours pour le faire craquer et l'amener à avouer ses crimes. Ah oui, je sais, 10 jours c'est énorme, surtout quand on est interrogé par un membre du KGB. Cela dit, Chikatilo ne cède pas, et même quand on lui demande un échantillon de sperme et que les analyses révèlent qu'il est bien du même groupe que celui du tueur, AB. En réalité, les premières analyses avaient comparé le sang de Chikatilo avec le sperme retrouvé sur les scènes de crime, ce qui n'avait pas permis d'établir de correspondance parce que, comme je vous l'avais dit, son sang était de groupe A alors que le sperme retrouvé indiquait qu'il était de groupe AB. Là-dessus, je m'excuse d'avance, mais je vais devoir faire un mini point sur un sujet que je ne maîtrise absolument pas, donc j'espère que je vais pas dire de bêtises. En fait, selon certains experts, ça pourrait s'expliquer par un phénomène génétique extrêmement rare qu'on appelle le chimérisme. Si j'ai bien compris, il s'agit d'une situation dans laquelle une personne possède 2 lignées cellulaires différentes, chacune avec un ADN différent et du coup, un groupe sanguin différent aussi. Généralement, ça se produit très tôt dans le développement quand 2 jumeaux dizygotes fusionnent. Donc en théorie, ça pourrait expliquer pourquoi le sperme et le sang de Chikatilo n'avaient pas le même groupe sanguin. Il avait un jumeau dizygote qu'il a absorbé in utero. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome du jumeau perdu ou évanescent. Parce que si ces cellules germinales, celles qui produisent le sperme, proviennent d'un embryon et ces cellules sanguines d'un autre, il pourrait, je dis bien pourrait, avoir 2 groupes sanguins différents. D'ailleurs, une experte en sérologie à l'époque a témoigné lors du procès pour dire que Chikatilo était un exemple concret de ce phénomène très rare. Mais depuis, cette hypothèse a largement été contestée par d'autres spécialistes. En fait, au vu des moyens disponibles à l'époque, c'est beaucoup plus probable qu'il y ait eu une erreur ou une contamination lors des premiers prélèvements effectués sur Chikatilo. Voilà, on peut fermer cette parenthèse et revenir à notre récit. Au final, ce qui va faire craquer Chikatilo, c'est le docteur Bukanovski. Quand les enquêteurs réalisent qu'ils n'arriveront pas à tirer quoi que ce soit de lui, ils décident de faire venir le psychiatre pour qu'il s'entretienne avec le suspect. Et au final, la stratégie de Bukanovski, ça va simplement être de lire des extraits du rapport de 65 pages qu'il a fait sur le tueur. Il va pas engager de conversation, il va se contenter de partager ses conclusions de manière très froide et détachée. Et au bout de 2 heures, Chikatilo s'effondre. Entre 2 sanglots, il dit qu'il est enfin prêt à avouer ses crimes. Et là, non seulement il va fournir une description détaillée de chacun des 36 meurtres pour lesquels il était soupçonné, mais il va même en avouer 20 de plus. Et pour vérifier tout ça, pendant les mois qui vont suivre, les enquêteurs vont organiser une reconstitution de tous les meurtres en se rendant sur place avec Chikatilo à chaque fois. Donc inutile de vous dire que vu le nombre, ça a été vraiment très long et très dur. Enfin, le 20 août 1991, soit pile 10 mois après les aveux de Chikatilo, il est envoyé à l'Institut Serbsky, un hôpital psychiatrique situé à Moscou, pour être évalué. Le but est de déterminer s'il est apte à être jugé ou pas, et pendant 2 mois, il est reçu par le psychiatre Andrei Tkachenko. D'après lui, Chikatilo a des lésions cérébrales prénatales qui pourraient être la source de plusieurs problèmes physiologiques, notamment une dysfonction érectile. Il ajoute qu'en plus de ces facteurs biologiques, son environnement familial a pu contribuer à sa lente et inexorable plongée dans la perversion. On l'a vu, son enfance a été marquée par la honte, d'abord avec les humiliations constantes de sa mère, puis avec le statut de paria de toute la famille après la libération de son père. Souvenez-vous, on avait vu que Staline considérait les soldats capturés comme des traîtres. Du coup, tout ça aurait créé chez Chikatilo une sexualité complètement dissociée, marquée par une frustration permanente, une incapacité à établir des relations intimes saines, et un besoin grandissant d'exercer un contrôle total sur ses victimes pour atteindre une forme de satisfaction. Et puis, et ça on l'a vu dans le rapport Bukanovski, le couteau du tueur était en quelque sorte un substitut de sa virilité défaillante. Chikatilo, frustré de ne pas réussir à maintenir une érection,
mis à poignarder ses victimes pour simuler la pénétration. Bon, là-dessus, je trouve que c'est quand même vachement psychanalytique comme théorie, et même si, personnellement, je rejette pas tout ce qui vient de la psychanalyse, pour ce qui est du couteau qui symboliserait la pénétration, je trouve ça un peu facile. Par contre, là où je pense qu'on peut comprendre cette hypothèse, c'est l'aspect toute puissance et domination qui se joue avec le fait de poignarder. C'est effectivement physique, sensoriel, proche du corps de la victime, bref, ça lui redonne un pouvoir sur l'autre qu'il n'a pas à cause de ses problèmes d'érection. Le psychiatre lui diagnostique aussi un trouble de la personnalité borderline et des traits sadiques, mais il conclut en disant que le patient est tout à fait conscient du côté répréhensible de ses actes et qu'il est donc apte à être jugé. D'ailleurs, le fait qu'il ait changé de mode opératoire après la publication du rapport psy montre bien qu'il a agi en toute connaissance de cause et qu'il a réussi à adapter ses crimes pour éviter d'être identifié. Et ça, c'est quelque chose qui démontre une certaine maîtrise de soi et une forme de lucidité incompatible avec l'idée de l'irresponsabilité pénale. Les crimes de Chikatilo sont le résultat de choix délibérés, il a tout fait pour satisfaire ses pulsions tout en échappant à la justice. Et puis, et ça on l'a vu, Chikatilo ne se contente pas de tuer ses victimes. Après leur mort, il les mutile sauvagement, il découpe des parties de leur corps, le plus souvent les parties génitales, qu'il goûte par la suite. Même si on peut effectivement le qualifier de cannibale, c'était pas la motivation principale des crimes de Chikatilo, hein. Bien sûr, il a admis avoir goûté le sang, la langue et les parties génitales de ses victimes, mais il affirme qu'il a jamais prélevé de morceaux pour les ramener chez lui. Ce qu'il découpait, c'était pour le goûter sur le moment, pour s'approprier encore plus ses victimes et qu'elles deviennent une part de lui-même. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu avec d'autres cas de cannibales. En fait, souvent l'acte est plus symbolique qu'autre chose. Par contre, j'en profite pour revenir rapidement sur le trauma qu'il aurait gardé dans son enfance concernant son frère cannibalisé. Je vous l'ai dit, hein, cette histoire-là est assez mystérieuse, on sait pas si c'est vraiment arrivé ou pas. On sait même pas d'ailleurs s'il avait vraiment eu un grand frère. Mais vu comment sa mère était sadique avec lui, on peut complètement envisager qu'elle ait inventé tout ça. Cela dit, d'une, ça n'empêche pas le traumatisme pour Andrei Chikatilo, qui lui, étant petit, l'a vraiment entendu et pris comme un fait réel. Et de deux, en vrai, c'est complètement possible que ce soit vraiment arrivé, ou en tout cas, qu'il y ait un fond de vérité dans tout ça. Je m'explique. Durant l'Holodomor, le fameux génocide ukrainien dont je vous ai parlé en début de vidéo, orchestré par Staline en affamant cette population, il a été fait mention d'actes de cannibalisme, surtout dans les campagnes. Dans les archives du bureau régional de Kiev, par exemple, on trouve des comptes rendus rédigés par le chef adjoint faisant référence à de tels événements. Le 28 mai, Vassili Aksantev est venu me voir. Il était près de midi et il a dit « J'ai pris un garçon de 3 ans qui s'appelait Vladimir ». J'ai dit « D'accord, mais je ne le couperai pas ». Aksantev a dit « Moi, je le couperai ». Après quoi, il a pris une grosse pierre, il est retourné chez lui, l'a frappé à la tête et il est tombé. Une fois la viande découpée, on a appelé Nathalie Kuzmuk pour la cuire, puis je suis allée chez Feodosik Pugac pour lui dire d'apporter une bouteille de vodka et de venir manger de la viande fraîche. Quand il est venu avec une bouteille, on a mangé tous les 4 la dite viande. Selon le consul italien Sergio Gradenigo, en poste à Cracovie, près de 300 procès sont instruits pour cannibalisme en juin 1933. Et puis dans le roman Tout passe, écrit dans les années 50, l'auteur Vassili Grossman décrit « Certains paysans sont devenus fous. Ils débitaient les cadavres et les faisaient bouillir, ils tuaient leurs propres enfants et les mangeaient. Mais ils n'étaient pas coupables. Les coupables, ce sont ceux qui ont réduit une mère à manger ses enfants. » Bref, le cannibalisme a existé en URSS dans ces années-là, c'est un fait, donc il n'est pas impossible que le frère d'Andrei en ait été victime, ou qu'en tout cas, un garçon ayant grandi dans ce village, et puis qu'ensuite l'histoire ait été déformée. En tout cas, je trouve que c'est important de rappeler que cet élément a vraiment participé à la mythologie que s'est construit Andrei Chikatilo de sa propre vie, que d'une certaine manière ça l'a forgé et qui a forcément un lien avec le fait que plus tard, il va lui-même reproduire ce schéma sur ses victimes. Voilà, fin de la parenthèse sur le cannibalisme, on peut reprendre et poursuivre avec le reste de l'analyse livrée par le docteur Bukhanovsky. Selon lui, la raison pour laquelle Chikatilo a eu recours à l'énucléation oculaire de ses victimes
serait à cause d'une vieille superstition russe selon laquelle l'image du tueur reste imprimée dans la rétine de sa victime. Mais Chikatilo lui-même précise qu'il a finalement réalisé que c'était faux, que c'était de simples croyances populaires erronées, et qu'il a donc arrêté de systématiquement retirer les yeux de ses victimes. Pourtant, même après avoir abandonné cette précaution, il a continué à mutiler les yeux de plusieurs de ses victimes, et donc selon le psychiatre, c'est comme s'il cherchait à effacer symboliquement leur regard ou leur jugement dans la mort. Un peu comme si leurs yeux matérialisaient la morale ou la conscience du tueur qui savait que ce qu'il faisait était mal. Passons maintenant au procès d'Andrei Chikatilo, qui est d'ailleurs le seul pan de cette affaire qui a beaucoup été documenté en photo. Ce procès commence le 14 avril 1992 à Rostov. Chikatilo est jugé pour 53 meurtres, ainsi que 5 des nombreuses agressions sexuelles qu'il avait commises quand il était enseignant. Si vous avez fait attention à la date, vous avez probablement réalisé que c'est pas anodin, parce que ce procès, c'est le premier grand événement de la Russie post-soviétique après la chute de l'URSS, et les médias vont clairement en profiter. Il faut dire que tout dans ce procès prête au sensationnalisme, la nature barbare des crimes de Chikatilo, la cage en fer dans laquelle il est enfermé dans la salle d'audience, et le fait qu'il joue volontairement le rôle d'un désaxé. Bon, je précise au passage que la cage n'était pas destinée à protéger le public de Chikatilo, mais plutôt Chikatilo lui-même des proches de ses victimes présents dans le tribunal. Et il faut bien avouer que la presse a beaucoup contribué à cette sorte d'hystérie collective qui s'est emparée du pays. Régulièrement, les journaux publiaient des articles au titre racoleur en comparant Chikatilo à un démon, en le qualifiant de cannibale ou en faisant de lui une sorte d'allégorie de la mort avec son crâne rasé et ses expressions faciales terrifiantes. Bref, tout ça pour dire que lors de ce procès, l'ambiance est lourde, les descriptions des actes commis par Chikatilo sont très graphiques, ce qui va conduire à ce que plusieurs proches de victimes s'évanouissent à plusieurs reprises lors des audiences. Par contre, tout ça ne semble pas atteindre l'accusé qui reste vague et méprisant face à toutes les accusations contre lui, et ça encore, c'est quand il accepte de coopérer. Parce que pendant toute la durée de son procès, dès que Chikatilo estime que le juge lui manque de respect, il se met à hurler, à insulter la cour, à chanter des hymnes socialistes ou encore à se déshabiller. Je vous épargne les photos concernant ce dernier point. Les journalistes présents durant le début du procès racontent même que Chikatilo feuilletait nonchalamment des magazines porno et qu'il prêtait pas du tout attention à ce qui se passait dans la salle d'audience. Alors, comment est-ce qu'il a réussi à en obtenir depuis sa cellule ? C'est une bonne question, probablement en faisant du troc en prison. En tout cas, vous l'avez compris, il n'est absolument pas coopératif, et d'ailleurs, quand il prend la parole, il préfère clairement parler de son enfance malheureuse que de répondre aux questions du juge sur ses crimes. Le 21 avril, Chikatilo estime que sa présomption d'innocence n'a pas été respectée, et il va refuser de dire le moindre mot pendant plus de 3 jours. Quelques semaines plus tard, il va même rétracter ses aveux pour 6 meurtres et prétendre en avoir commis 4 autres qui ne sont pas inclus dans l'acte d'accusation. Après ça, l'avocat de Chikatilo demande une nouvelle expertise psy de son client, ce que le juge refuse. Un peu plus tard, à force de négociations, le docteur Bukhanovsky est enfin autorisé à témoigner, mais ça va clairement pas servir la défense. Comme tous les autres psychiatres appelés à la barre, il va affirmer que le comportement de l'accusé au tribunal est délibérément exagéré et qu'il vise à faire croire à la folie, alors qu'en cellule, Chikatilo est calme et cohérent. Et même si la défense estime que le procès n'est pas impartial et que les preuves médico-légales contre Chikatilo ne sont pas fiables, le procureur rappelle que pour 19 affaires, c'est Chikatilo lui-même qui a accepté de fournir les preuves matérielles. Finalement, le 14 octobre 1992, le juge reconnaît Chikatilo coupable de 52 des 53 meurtres. Il le condamne à la peine de mort pour chacun d'entre eux, ainsi qu'à 86 ans de prison pour les 5 agressions sexuelles sur mineurs. En 1993, Chikatilo fait appel de sa condamnation, mais celle-ci est rejetée devant la Cour suprême. Après ça, il adresse une demande de grâce au président Boris Eltsine, qui sera elle aussi rejetée en janvier 1994. Et un mois plus tard, le 14 février 1994, Chikatilo est exécuté d'une balle derrière l'oreille droite dans une pièce insonorisée de la prison de Novocherkassk. Son corps est enterré dans une tombe anonyme au cimetière de la prison, où il est encore aujourd'hui. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Vous avez été beaucoup à me demander une vidéo sur le sujet, donc j'espère avoir été à la hauteur.
Personnellement, je trouve que cette affaire est marquante, évidemment parce que les crimes commis par Chikatilo sont d'une brutalité et d'une cruauté rare, mais aussi parce qu'elle met en lumière plusieurs points intéressants. À commencer par les failles d'un système soviétique en déclin qui ont quand même permis à un tueur en série d'agir impunément pendant plus d'une décennie. Vous le savez peut-être, mais à l'époque, l'Union soviétique refusait d'admettre publiquement l'existence de tueurs en série. Parce que oui, pour beaucoup là-bas, c'était un phénomène venu de l'Occident, un produit de la culture capitaliste dégénérée des États-Unis. Résultat, la police a travaillé pendant des années dans le brouillard, parfois sans moyens et sans coopération. Cela dit, je tiens aussi à souligner la détermination de Viktor Burakov qui a défié l'autorité de ses supérieurs en consultant un psychiatre, le docteur Alexandre Boukhanovski. C'est en grande partie grâce au travail réalisé par ces deux hommes que Chikatilo a non seulement pu être arrêté, mais aussi qu'il a fini par avouer ses crimes. Bref, je trouvais que c'était important de le mentionner parce que les techniques de profilage criminel n'étaient pas du tout répandues en URSS à ce moment-là, et que cette affaire illustre quand même assez bien leur importance dans la résolution des crimes à une époque où la police scientifique n'avait pas du tout les moyens qu'on connaît aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que mon travail sur cette affaire vous a plu et vous a appris des choses. Bien sûr, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire et l'abonnement qui soutiennent ma chaîne. Je remercie aussi mon partenaire CyberGhost. N'oubliez pas que vous pouvez profiter d'un abonnement de 2 ans à moins 83% et de 4 mois offerts en cliquant sur le lien en barre d'infos. En plus, avec la garantie 45 jours satisfait ou remboursé, vous pouvez tester toute l'offre CyberGhost sans prendre de risques. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine affaire et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where I... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui a profondément marqué les États-Unis dans les années 90, l'affaire Susan Smith. En seulement quelques jours, cette jeune mère de famille a mobilisé tout le pays autour de la disparition tragique de ses 2 fils. Mais ce que tout le monde ignorait encore à ce moment-là, c'est que derrière les larmes de cette mère éplorée se cachait en fait une toute autre réalité. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, Club Lukea, qui a pensé à moi puisque cet été, leur club s'associe à l'iconique jeu Les Loups-Garous de Tierce-Lieu. À cette occasion, vous êtes invités à participer à une enquête interactive que j'ai présentée sur Instagram. Pour ceux qui n'ont pas encore vu mon réel, je vous redonne les bases. Nous sommes à Corfou durant l'été 2025 dans le club Lukea Rhoda Beach. Un des vacanciers, Camille, a mystérieusement disparu, laissant derrière lui une serviette ensanglantée couverte de longs poils gris. Et étrangement, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à la fin d'une partie de loup-garou dans laquelle il était villageois et a été dévoré. Les principaux suspects sont rapidement les autres joueurs avec qui Camille a passé sa soirée. Vous découvrez vite qu'ils ont tous des profils intrigants avec des mobiles potentiels et des secrets à cacher, mais serez-vous capable de faire toute la lumière sur cette étrange disparition ? Je vous invite à tenter d'élucider ce mystère en retrouvant plus d'informations sur les comptes Instagram et TikTok de Club Lukea, ainsi que sur mon propre compte Instagram dans le réel où je vous présente cette enquête plus en détail. Au-delà de ce jeu virtuel, je trouve l'initiative de Club Lukea hyper cool puisque ceux qui partiront en vacances dans un Club Lukea cet été, vous aurez la possibilité de participer à des parties de loup-garou officielles tenues 2 fois par semaine par des Game Masters pour une expérience de vacances vraiment originale. Franchement, j'adore le concept. Moi qui suis totalement à fond dans l'ambiance Summerwin, qui est très tendance en ce moment d'ailleurs, c'est typiquement le style de vacances d'été que j'ai envie de faire avec des potes. Donc bravo Club Lukea et les loups-garous de Tierce-Lieu pour cette collab qui nous régale. Merci encore à Lukea pour son soutien et maintenant on peut passer à notre sujet du jour. Je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti.
Nous sommes à Union, dans le nord de la Caroline du Sud. Union, c'est un coin qu'on traverse sans vraiment s'y arrêter. Une petite ville tranquille d'à peine 10 000 habitants perdue au milieu des grandes forêts de pins. Là-bas, les journées se suivent et se ressemblent. Elles sont rythmées par les services du dimanche, les ragots échangés à la supérette locale ou encore les matchs de football du lycée. Il n'y a qu'un seul petit cinéma, un petit bâtiment à la devanture écaillée, 3 restaurants où les serveurs connaissent le prénom et la commande des habitués, et une station-service qui fait aussi office de bureau de poste. Et puis, il y a le journal local, le Union Daily Times, qui publie surtout des faire-part de décès, des anniversaires de mariage et des nouvelles de la bibliothèque municipale. Bref, c'est une petite ville rurale, typique des États-Unis, où tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. On est dans la soirée du 25 octobre 1994, il est environ 21h, et comme tous les soirs, Shirley et Michael McLeod, un couple de retraités sans histoire, sont installés dans leur salon. L'écran télévisé diffuse le journal du soir qu'ils suivent d'un œil distrait. Dehors, les températures sont encore relativement douces, mais le vent s'est levé, et Shirley est inquiète. Est-ce que les bourrasques ne risquent pas d'emporter les jolies fleurs qu'elle vient de planter ? Elle s'apprête à partager ses inquiétudes avec son mari quand soudain, des coups secs à la porte les font sursauter. Qui est-ce que ça peut bien être à cette heure-là ? Shirley s'avance jusqu'à la porte d'entrée qu'elle entrouvre prudemment. Sur le perron, il y a une jeune femme en pleurs, visiblement bouleversée. Elle parvint à lui dire entre deux sanglots : « Aidez-moi s'il vous plaît, quelqu'un a pris ma voiture, mes enfants sont à l'intérieur, il est parti avec mes bébés. » Même si Shirley peine à comprendre ce que raconte la jeune inconnue, elle réalise que quelque chose de grave vient de se passer. Elle se tourne vers le salon et crie à son mari d'appeler la police avant de la faire entrer. Michael attrape le téléphone et compose le 911. Pendant ce temps, Shirley conduit la jeune femme jusqu'au canapé du salon, puis elle pose une couverture sur ses épaules. La femme dit s'appeler Suzanne. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent sur les lieux. Parmi eux, il y a le shérif adjoint, Howard Wells. Il entre dans le salon et il observe Susan Smith. Elle est recroquevillée sur le canapé et son corps est secoué par des sanglots incontrôlables. Il tente de la calmer et lui demande de lui raconter exactement ce qui s'est passé. Voilà ce qu'explique Suzanne. « J'étais à un feu rouge, sur Monarch Miles Road, avec mes 2 petits garçons à l'arrière. Michael a 3 ans et Alexander a seulement 14 mois. Un homme est arrivé vers ma voiture, il a pointé une arme sur moi. Il est monté à l'intérieur, il m'a forcé à rouler un moment, et après il m'a crié de descendre de la voiture. J'ai obéi, et il est parti. Il est parti avec mes bébés. » Et il est juste sorti de nulle part ? J'étais arrêtée au feu rouge et je regardais de ce côté. Je regardais à gauche et c'est arrivé en 1 seconde, il était dans ma voiture. J'ai saisi la poignée de la porte et j'ai crié, j'ai dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Il a dit « Ferme-la et démarre ». Il avait une arme, il l'enfonçait dans mes côtes, vous savez, et il me disait de conduire. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans le comportement de cet homme qui vous inquiète ? Non, en fait, quand il m'a forcé à descendre de voiture, vous savez, j'ai essayé de prendre mes enfants, j'ai dit « Ils ne sont que des bébés, laissez-moi les prendre ». Mais il a refusé, il a dit qu'il n'avait pas le temps parce qu'ils étaient dans des sièges auto et que ça allait me prendre du temps de les détacher. Mais il m'a dit « Je ne leur ferai pas de mal » et il est parti. Mais il avait une arme et... Mon souci, c'est qu'il criait vraiment fort et pleurait et... J'ai juste peur qu'il ait perdu patience ou quoi, vous comprenez ? Elle raconte que le suspect est un homme, afro-américain, et qu'il portait une veste à carreaux et un bonnet. C'est à peu près tout ce que le shérif Wells arrive à tirer d'elle, mais il n'insiste pas, la jeune mère est visiblement traumatisée et elle a besoin de repos. Comme il est déjà tard, le shérif sait que, malheureusement, dans cette petite ville, rien de concret ne pourra se passer avant le lendemain matin. Alors il raccompagne Suzanne chez elle, puis il rédige le rapport qu'il faudra communiquer à tout le monde dès le lendemain. La description du suspect ainsi que celle du véhicule de Susan Smith, une petite Mazda protégée, rouge bordeaux immatriculée GBK 167, avec un stickers de l'Université de Caroline du Sud. Avant de rentrer chez lui, le shérif Wells décide de passer par l'intersection mentionnée par Susan Smith, celle où le mystérieux ravisseur serait monté dans sa voiture. Quelque chose le contrarie. Parce que le shérif connaît cette intersection par cœur, il la traverse presque tous les soirs. Et il le sait, à partir de 20h, les feux passent automatiquement au vert si aucune autre voiture n'est détectée. Et dans une petite ville comme Union, il y a clairement pas assez de trafic la nuit pour justifier qu'un feu reste rouge pour rien. Wells ralentit, il s'engage sur la voie avec son véhicule de patrouille. Le feu est vert. Le shérif s'arrête, il laisse passer quelques secondes,
Mais rien ne change, le feu reste vert. Et alors qu'il reprend la route, un peu perplexe, son regard se pose sur un panneau qui indique la direction du lac John D. Long. Le lendemain matin, le 26 octobre 1994, toute la ville d'Union est en ébullition, les chaînes locales ont commencé à couvrir l'affaire et des dizaines de volontaires se présentent au commissariat pour proposer leur aide. Mais le shérif Wells, lui, n'est pas sur place. Il est avec ses équipes qui installent des cordons de sécurité sur l'autoroute 49 qui longe le lac. Il a aussi réquisitionné l'aide de la police d'État et des hélicoptères équipés de caméras thermiques pour survoler le parc national de Sumter ainsi que le lac John D. Long. La zone est quadrillée, la brigade cynophile arpente tous les sentiers de Union et des plongeurs écument le lac, mais jusque-là, aucune trace des enfants ou de leurs ravisseurs. Face aux caméras, Wells explique. Plus le temps passe, plus l'inquiétude grandit. Mais à ce stade-là, nous n'avons aucune raison de penser qu'il leur ait fait du mal. En parallèle, Susan Smith est convoquée au poste pour s'entretenir avec un portraitiste. Grâce aux détails qu'elle est en mesure de donner, un portrait robot du suspect est rapidement établi. Dans les heures qui suivent, il est placardé sur toutes les devantures de magasins et les habitants découvrent le visage de l'homme qui a menacé une mère de famille sans défense et kidnappé ses 2 petits garçons. En début d'après-midi, Susan et son mari, David Smith, s'expriment eux aussi lors d'une conférence de presse, la voix tremblante. Même si le couple est officiellement séparé, ils savent qu'ils doivent faire front ensemble. Ils supplient quiconque aurait vu ou entendu quoi que ce soit de se manifester. À travers la caméra, Susan s'adresse même directement au ravisseur. Elle le supplie de lui ramener ses enfants sains et saufs. Les images sont diffusées en boucle sur les chaînes télé locales et sont même rapidement récupérées par des chaînes nationales. Bientôt, c'est le pays tout entier qui s'émeut du sort de Michael et Alexander, les 2 petits garçons au visage angélique, arrachés de force à leur mère. Peu de temps après, les agents du SLED, le South Carolina Law Enforcement Division, convoquent Susan et David Smith dans leur bureau où ils vont être interrogés pendant plus de 6 heures à propos de leurs enfants, du carjacking et du suspect. Alors, même si cet interrogatoire a duré plusieurs heures, on sait malheureusement pas ce qui s'y est dit. J'imagine que le but des enquêteurs, c'était simplement de clarifier un petit peu la situation, d'essayer d'obtenir des infos sur les parents et surtout de creuser la version des événements racontée par Susan Smith. On est maintenant le 27 octobre et toujours aucune trace, ni de la Mazda, ni des 2 petits garçons, Michael et Alexander. Et à ce stade-là, c'est un peu le moment critique, parce que tout le monde le sait, dans les cas d'enlèvement, les premières 48 heures sont décisives. Passé ce délai, les chances de retrouver les victimes en vie sont malheureusement vraiment très faibles. Donc le FBI arrive sur place et l'une des premières choses qu'il décide de faire, c'est de faire passer un test de polygraphe à Susan et David Smith. Bon, je pense que vous savez tous ce que c'est parce que c'est vraiment très très utilisé aux États-Unis. Par contre, le polygraphe, ça l'est beaucoup moins en Europe, tout simplement parce que c'est pas hyper fiable. En fait, concrètement, le but d'un polygraphe, c'est de mesurer les réactions physiologiques qui sont censées accompagner un mensonge du type rythme cardiaque, pression artérielle, respiration, sudation, etc. Mais en réalité, ce qui est mesuré, c'est pas le mensonge en lui-même, mais plutôt les effets du stress. Parce que oui, quand une personne ment, on part généralement du principe qu'elle est stressée. Le souci, c'est que c'est pas infaillible. Certaines personnes peuvent mentir sans être stressées, alors que d'autres, comme moi par exemple, montrent plein de signes d'anxiété, même quand elles disent la vérité, juste parce que le fait d'être dans une situation d'interrogatoire, c'est quand même pas hyper rassurant. Alors, je précise aussi que les résultats sont rarement, voire jamais admissibles au tribunal, même aux États-Unis, et que c'est plutôt un outil utilisé par les enquêteurs pour connaître l'état d'esprit d'un suspect potentiel et peut-être l'amener à craquer. Tout ça pour dire que Susan et David Smith sont soumis au polygraphe par le FBI, et voici les résultats. David semble sincère quand il dit qu'il ne sait rien à propos de la disparition de ses enfants. Par contre, pour Susan, c'est pas concluant. C'est-à-dire que les enquêteurs n'arrivent pas à prouver qu'elle ment, mais ils savent pas non plus si elle dit la vérité. Bref, encore une fois, tout ça peut totalement s'expliquer par des signes de stress, ce qu'on peut facilement imaginer en se mettant à la place de Susan Smith dans cette situation. Il n'y a pas d'avancée majeure à signaler du côté du FBI,
Mais pour les équipes de Howard Wells, c'est une autre histoire puisque depuis la diffusion du message de Suzanne et David sur le portrait robot du suspect, le standard téléphonique du bureau du shérif est littéralement saturé. Parce que la Caroline du Sud a quand même un historique compliqué. S'il est vrai que la population est majoritairement blanche, c'est aussi un État qui a une forte proportion de population afro-américaine, environ 26%, et qui est marqué par une longue histoire de ségrégation et de tensions raciales. Donc, quand les forces de l'ordre reçoivent des signalements, ils sont souvent bien plus motivés par des préjugés que par des véritables faits. Un homme noir aperçu à une station-service devient suspect. Un autre avec une capuche qui masque un peu son visage est suivi par des automobilistes inquiets et signalé à la police. Même si aucun de ces signalements ne mène à quoi que ce soit de concret, la communauté afro-américaine devient la cible de tous les soupçons. Et plusieurs d'entre eux finissent par ne plus sortir de chez eux à cause du climat de panique qui s'est carrément installé. En parallèle, la fondation Adam Welch, qui est une organisation chargée de soutenir les familles d'enfants disparus, s'empare de l'affaire et les habitants de Union se mobilisent pour accrocher des rubans aux arbres de Main Street. Le soir même, une veillée aux chandelles est organisée et des centaines de personnes se rassemblent pour prier et exprimer leur solidarité auprès de la famille Smith. Le 28 octobre, le shérif Howard Wells reprend la parole devant la presse. Ça fait maintenant 3 jours que Michael et Alexander Smith ont disparu et ils n'ont toujours aucun indice concret. Ces déclarations sont un peu mystérieuses et évasives puisqu'il annonce que pour l'instant, aucun suspect n'est écarté et que toutes les pistes restent ouvertes. Et puis il termine aussi en disant que les recherches sur le terrain sont temporairement suspendues. Alors pas parce qu'elles sont abandonnées, mais parce que il faut faire un point sur l'enquête en cours. Il faut dire qu'à ce stade, 3 équipes distinctes sont impliquées dans l'affaire. On a le bureau du shérif, la police d'État de Caroline du Sud et les agents fédéraux du FBI. Je pense que si vous avez déjà regardé un film ou une série policière qui se déroule aux États-Unis, vous avez déjà entendu le mot juridiction au moins une fois. Et en gros, c'est un terme qui désigne qui a l'autorité légale pour intervenir. Dans ce cas précis, on est face à un enlèvement, avec des indices inexistants et potentiellement plusieurs zones géographiques concernées. Inutile de vous dire que, d'un point de vue administratif, c'est totalement chaotique. J'explique. En fait, d'après Susan Smith, le kidnapping a eu lieu près d'une intersection entre 2 comtés. Le suspect est parti en voiture et il n'y a aucun moyen de déterminer quelle direction il a prise. Donc, il pourrait totalement déjà avoir franchi la frontière d'un ou de plusieurs États. Bref, les différentes autorités semblent trouver un point d'entente et dans les jours qui suivent, plus de 100 officiers et volontaires sont dispatchés autour de la route 49, là où l'enlèvement a eu lieu. Côté FBI, on change de stratégie, les agents vont interroger les voisins, collègues et amis des Smiths. Ils réussissent aussi à obtenir un mandat pour perquisitionner le domicile de Suzanne, où ils vont tomber sur un élément plus que troublant. Mais avant de vous dire de quoi il s'agit, je vais d'abord vous faire un petit point sur la situation. Je vous l'ai dit, Suzanne et David étaient officiellement séparés depuis plusieurs mois. En septembre, donc à peine un mois avant les faits, Suzanne avait entamé une procédure de divorce, David avait quitté la maison familiale et Suzanne était en pleine démarche pour obtenir la garde exclusive de leurs 2 enfants. Donc cette situation était loin d'être idéale et d'après son mari, Suzanne avait même entamé une liaison avec un certain Tom Findlay. Bon, jusque-là, rien de grave, on est d'accord. Suzanne et David étaient séparés, elle avait donc parfaitement le droit de voir qui elle voulait. Mais là où ça devient intéressant, c'est que dans les affaires de Suzanne, les enquêteurs du FBI trouvent une lettre de Tom Findlay dans laquelle il met fin à leur relation en expliquant qu'il n'a aucune envie d'élever les 2 enfants d'un autre homme. Or, cette fameuse lettre, elle est datée du 17 octobre 84, soit 8 jours seulement avant l'enlèvement. Cette découverte fait vite naître une nouvelle hypothèse particulièrement sombre dans l'esprit des enquêteurs. Mais même si les autorités commencent à douter de la version donnée par Susan Smith, elle, de son côté, continue de multiplier les interventions publiques où elle demande à ce que ses enfants soient ramenés sains et saufs. Sauf que le fait que les enquêteurs semblent désormais consacrer tous leurs efforts à fouiller la vie de Susan Smith n'est pas passé inaperçu et le public commence à se poser des questions. Nous essayons de corroborer sa version car non seulement elle est la victime dans cette affaire, mais en plus, le public essaye aussi de la faire passer pour la suspecte.
Alors le 3 novembre, 9 jours après la disparition de Michael et d'Alexander, Susan et son mari donnent une énième interview. Sauf que cette fois, il ne s'agit plus vraiment d'attirer la sympathie, mais plutôt de se justifier. Je comprends pourquoi ils doivent faire ce qu'ils font. Je suis tout ce qu'ils ont, pour le moment, mais ils n'ont pu écarter personne. Je ne pense pas être plus suspecte que n'importe qui d'autre dans cette affaire pour le moment. C'est très douloureux de savoir que quelqu'un pourrait croire que l'un de nous deux a quelque chose à voir avec l'enlèvement de nos enfants. Mais ma femme et moi connaissons la vérité. Quelques heures après la diffusion de cette intervention, Susan Smith est convoquée seule dans les bureaux du SLED. Elle n'est pas menottée, on lui a expliqué qu'il ne s'agit pas d'une arrestation, mais d'une simple discussion de suivi. Mais une fois dans le bureau, la conversation prend un tournant plus accusateur. Le shérif Howard Wells énumère face à Susan toutes les contradictions dans la version qu'elle lui a donnée le soir du 25 octobre 1994. Déjà le timing du carjacking, l'histoire de l'homme armé qui profite d'un feu rouge pour monter dans la voiture, ça ne colle pas. Le shérif avait tout de suite fait le test et à Union, tout le monde sait qu'en soirée, l'affluence est tellement faible à cette intersection que le feu est presque toujours vert. Ensuite, il y a son incapacité à se souvenir de l'itinéraire précis qu'elle a emprunté qui pose problème. Susan est carrément incapable de dire précisément par où elle est passée, ni où elle allait à cette heure-là. Et enfin, le dernier problème, c'est la différence entre son comportement face aux caméras, où elle surjoue le rôle de la mère éplorée, et celui qu'elle a quand elle est interrogée par les enquêteurs, où elle est détachée et ses réactions semblent froides, voire presque révisées par avance. Bon, tout ça reste quand même très maigre, et d'ailleurs, plusieurs éléments invoqués par le lieutenant pourraient totalement être attribués au trauma, ses réactions détachées, les souvenirs flous, etc. Mais je pense que vous l'avez compris maintenant, même si publiquement la version de Susan Smith a été largement acceptée, c'est pas du tout le cas pour les enquêteurs. Et eux, ils ont très vite commencé à penser qu'elle était bien plus impliquée que ce qu'elle ne le laissait croire. Finalement, après plusieurs heures d'interrogatoire, Susan Smith finit par craquer. Elle prend une grande inspiration, place ses mains sur celles du shérif et elle lui demande de prier avec elle. Elle répète plusieurs fois qu'elle a honte, qu'elle ne mérite pas de vivre. Puis elle lui demande de lui tendre son arme en expliquant qu'elle veut se tuer, et quand le shérif lui demande pourquoi, elle répond en sanglotant. « Vous ne comprenez pas, mes enfants ne vont pas bien. » 9 jours après le drame qui a secoué les États-Unis, Susan Smith se met enfin à parler. Elle raconte à nouveau la soirée, mais cette fois, elle avoue ses crimes. Le 25 octobre 1994, elle a attendu que la nuit tombe avant de conduire jusqu'à la rampe à bateau du lac John D. Long. Et alors que ses enfants étaient attachés à l'arrière, elle est sortie du véhicule avant d'enlever le frein à main. Elle a ensuite fait demi-tour en se bouchant les oreilles pour ne pas entendre les pleurs désespérés de ses enfants alors que la voiture commençait à sombrer dans le lac. Puis la suite, vous la connaissez. Elle a mis le reste de son plan à exécution, allé frapper à la porte d'une maison, prétexter avoir été menacée par un homme armé, etc., etc. Le 3 novembre 1994 à 17h05, Susan Smith signe sa lettre de confession. Et suite aux indications données par Smith, les plongeurs n'ont pas besoin de chercher bien longtemps. Le soir même, la Mazda protégée est extirpée du lac. À l'intérieur, les 2 petits corps des enfants sont retrouvés à l'arrière, toujours attachés dans leur siège auto. Michael avait 3 ans, Alexander, seulement 14 mois. Quelques heures plus tard, c'est lors d'une nouvelle conférence de presse que le shérif Wells annonce que les corps des enfants ont été retrouvés et que Susan Smith a été inculpée pour le meurtre de ses 2 fils. Il n'y aura pas de questions-réponses après la déclaration. La déclaration est: Susan Smith a été arrêtée et sera poursuivie pour 2 chefs d'accusation de meurtre en lien avec la mort de ses enfants. Michael, 3 ans,
et Alexandre, 14 mois. Le véhicule, une Mazda de 1990, conduit par Smith, a été repéré ce jeudi en fin d'après-midi, dans le lac John D. Long, près d'Union. 2 corps ont été retrouvés sur les sièges arrière. Smith est incarcérée dans un lieu tenu secret. Est-ce qu'elle a avoué? Est-ce qu'elle vous a dit où était la voiture? Le public est complètement sous le choc, non seulement à cause de la nouvelle, mais parce que les images de cette mère dévastée avaient été diffusées en boucle sur toutes les chaînes d'infos et avaient ému le pays tout entier. Suite à ça, des milliers de personnes s'étaient mobilisées, avaient prié, allumé des bougies, collé des affiches un peu partout. Tout ça pour qu'au final, les gens réalisent qu'il ne s'agissait que d'une horrible mise en scène et que la vraie coupable était sous leurs yeux depuis le début. Elle nous parlait tout le temps de ses enfants et il n'y avait aucun signe. Et je pense que c'est ce qui a stupéfié tout le monde. Alors, avant de passer à la partie procès, j'aimerais vous parler rapidement de la vie de Susan Smith avant ce drame, même si, malheureusement, j'ai pas trouvé grand-chose. Susan Lee Vaughan est née le 26 septembre 1971 à Union, en Caroline du Sud. Alors qu'elle n'a que 6 ans, son père se donne la mort de manière brutale, ce qui est un événement qui est particulièrement traumatisant pour la petite Susan. On connaît pas les circonstances exactes de ce drame, mais selon plusieurs sources, Harry Vaughan souffrait de dépression chronique et son mariage avec Linda, la mère de Susan, battait de l'aile. En fait, après le décès de son père, la relation entre Susan et sa mère devient très tendue puisque la petite fille la tient pour responsable de la mort de son père et elle lui en veut énormément. Puis, plusieurs années après, quand Susan a 13 ans, Linda épouse Beverly C. Russell, un homme influent qui est très impliqué dans le Parti républicain de Caroline du Sud. Et ce mariage, il va être particulièrement difficile à vivre pour Susan, pas seulement parce que elle accepte pas que sa mère épouse un autre homme, mais surtout parce que Beverly commence à la toucher et à la forcer à avoir des relations sexuelles avec lui. Peu de temps après, Susan fait sa première tentative de suicide. En 1989, Susan Smith obtient son diplôme de fin d'études, mais elle tente à nouveau de se donner la mort après que l'homme marié avec qui elle avait une liaison ait mis fin à leur relation. Malheureusement, il n'y a pas d'informations publiques sur son état mental et on ne sait pas vraiment si elle a été suivie par des psys ou pas. J'ai quand même lu qu'elle a effectivement reçu un court suivi psychologique après sa toute première tentative, mais c'est tout. On ne sait pas combien de temps ça a pu durer, on ne sait pas si elle a été diagnostiquée de quoi que ce soit, et on ne sait pas non plus si elle a reçu un traitement ou pas, donc c'est très flou. En 1990, Susan a 19 ans et elle trouve un travail à Winn-Dixie, un supermarché pas très loin de chez elle. Et là-bas, elle fait la rencontre de David Smith, un collègue de travail, avec qui elle va rapidement se marier. En 1991, elle donne naissance à leur premier enfant, Michael Daniel Smith, et 2 ans plus tard, en 1993, elle accouche d'un deuxième petit garçon, Alexander Tyler Smith. Mais le mariage entre Susan et David est instable et conflictuel. Ils s'accusent mutuellement d'être infidèles et ils se disputent vraiment quotidiennement à ce sujet. D'ailleurs, je vous l'ai dit, mais ils finissent par se séparer en août 1994. Et puis un mois plus tard, Susan dépose une demande de divorce et là, elle entame les démarches pour obtenir la garde exclusive des enfants. Et c'est à peu près au même moment qu'elle commence à fréquenter Tom Findlay, qui est le fils du patron de l'usine textile Consoproduct, où elle travaille depuis quelque temps. Findlay, c'est un homme plutôt aisé, plus âgé qu'elle, et avec qui elle envisage même le mariage, seulement, voilà, une fois vous le savez, il n'a, lui, aucune intention de fonder une famille avec une femme qui a déjà des enfants, et il met donc fin à leur relation par lettre. Bon, je vais pas trop rentrer dans ce débat-là, mais c'est vrai que la Caroline du Sud, et plus particulièrement les petites villes comme Union, c'est un endroit quand même bien imprégné par les religions et les valeurs traditionnelles, où les femmes divorcées ne sont pas vues d'un très bon œil. Bref, cette rupture agit un peu comme un catalyseur, et même si c'est évidemment très certainement plus complexe que ça, c'est en tout cas le mobile que va invoquer Susan Smith pour le meurtre de ses 2 enfants. En gros,
Tom ne veut pas élever les enfants d'un autre, mais c'est pas grave, si elle se débarrasse d'eux, ils pourront débuter une nouvelle vie, se marier et faire d'autres enfants ensemble. Alors évidemment, je dis pas que je trouve ça normal, mais dans la tête de Suzanne, c'est comme ça qu'elle va justifier cet acte absolument affreux. Ces deux garçons sont un obstacle à son bonheur et elle n'a qu'à les éliminer pour régler le problème, puisqu'ils sont visiblement des êtres remplaçables. Bref, tout ça nous amène à la partie procès, mais avant que la date ne puisse être fixée, le juge demande d'abord une évaluation psychiatrique de Susan Smith pour pouvoir déterminer si elle est apte à être jugée ou pas. Pour répondre à cette question, la cour mandate le docteur Donald Morgan, un psychiatre du Mental Health Department de Caroline du Sud, et voici ce qu'il constate. Suzanne souffre d'un trouble dépressif majeur, probablement lié à une série de traumatismes dans son enfance, le suicide de son père alors qu'elle n'a que 6 ans, puis les abus sexuels répétés commis par son beau-père, Beverly Russell. Il ajoute également que ces violences ont persisté pendant des années et que Suzanne et Beverly ont en fait continué à avoir des relations sexuelles de manière consentante pendant des années et qu'en fait leur relation s'est terminée seulement 6 mois avant les faits. Alors attention, le psychiatre précise que même si Suzanne affirme qu'elle était consentante et qu'elle a continué la relation avec son beau-père de son plein gré, elle était évidemment sous l'emprise psychologique de cet homme qui a abusé d'elle pendant des années alors qu'elle était encore une enfant. D'ailleurs, avant son procès, Suzanne ne s'était jamais confiée à ce sujet et personne n'était au courant des abus, encore moins du fait qu'il s'était jamais arrêté, même après qu'elle ait quitté la maison. D'après le docteur Morgan, Susan Smith a également de grosses tendances suicidaires. Elle estime mériter une punition, et son souhait serait de ne pas continuer à vivre en prison. Si elle en sortait, elle a déclaré qu'elle mettrait fin à ses jours le plus rapidement possible. Bon, le fait qu'elle souffre de dépression n'est pas une grosse surprise, vu son histoire personnelle, toutes ses tentatives de suicide et ses crimes, mais le docteur Donald Morgan va également lui diagnostiquer un trouble de la personnalité dépendante. Alors ça c'est intéressant parce que c'est un trouble qu'on connaît pas aussi bien que les autres et d'ailleurs je crois pas en avoir beaucoup parlé sur cette chaîne. Concrètement, il se caractérise notamment par une incapacité à prendre des décisions sans l'avis ou l'approbation d'une figure tierce, souvent d'autorité, mais aussi par la peur du rejet et de l'abandon, une tendance à se soumettre même dans des relations toxiques et destructrices et un besoin excessif d'être aimé. Et quand on regarde les comportements de Susan Smith à travers ce prisme-là, on remarque plusieurs choses. Depuis l'adolescence, Suzanne s'est presque toujours définie à travers les hommes de sa vie. D'abord par son beau-père, Beverly Russell, qui l'a non seulement agressée sexuellement dès l'enfance, mais qui a aussi exercé un contrôle émotionnel fort. Et en fait, même quand Suzanne est devenue adulte, cette relation s'est poursuivie. Alors, pas par amour, mais parce qu'elle n'arrivait pas à rompre cette dynamique dans laquelle elle devait à tout prix plaire et être aimée. Bon, je dis aimer, mais évidemment, à aucun moment le fait d'abuser sexuellement d'un enfant peut être perçu comme un acte d'amour. Je dis ça évidemment pour vous expliquer parce que c'est comme ça que le percevait Smith, qui n'avait que 13 ans quand les abus ont commencé. Et puis il y a aussi eu sa relation avec David, le père de ses enfants. On y retrouve un peu la même mécanique, une dépendance affective extrême et une peur de l'abandon constante. Et ces peurs, elles se manifestaient par une jalousie excessive, où Suzanne ne supportait pas toutes les périodes de séparation. Alors, vous allez me dire, ok, mais c'est quand même elle qui a choisi de demander le divorce. Et c'est vrai, mais son désir de se séparer de David n'est venu qu'après sa rencontre avec Tom Findlay. D'ailleurs, la relation qu'elle a commencée avec lui, c'est un exemple tragique de sa manière de penser. Quand on rompt avec elle, elle se met en tête que ses enfants sont un obstacle à cet amour. Et c'est là que son trouble de la personnalité dépendante entre en jeu de façon dramatique. Elle a tellement peur de perdre cet homme qu'elle finit par commettre l'impensable. Petite parenthèse ici pour que je précise que rien de ce que je dis là n'est à prendre comme une justification de ses actes. Comme souvent, c'est une piste intéressante pour comprendre, mais je pense que vous le savez, les facteurs du passage à l'acte sont multiples et en aucun cas ils ne peuvent être invoqués comme une excuse. En tout cas, comme l'explique le docteur Morgan, ce type de personnalité a tendance à s'autodétruire pour préserver des liens affectifs réels ou fantasmés.
Smith voulait tellement être aimée qu'elle a sacrifié ses propres enfants pour tenter de maintenir une relation. Mais même s'il semble évident que Susan Smith souffre de plusieurs troubles identifiés, le docteur Morgan conclut quand même en disant qu'elle n'est pas psychotique et qu'elle est tout à fait consciente de la nature de ses actes, donc qu'elle est apte à être jugée. Le procès de Susan Smith débute le 19 juillet 1995 au tribunal d'Union. Sans surprise, la stratégie de la défense va être d'invoquer la fragilité psychologique de Susan et son avocate va notamment déclarer « Il n'est pas question ici de mal, mais de désespoir et de peine ». D'après elle, Susan a agi par désespoir, poussée par la dépression profonde qui la ronge depuis qu'elle est enfant. Elle ajoute aussi que sa cliente avait l'intention de se donner la mort avec ses enfants, mais en fait, c'est ses réflexes de survie qui l'en ont empêché. Mais Tommy Pope, l'assistant du procureur, n'est pas de cet avis. Pendant 9 jours, à l'automne 1994, Susan Smith a menti au pays tout entier. Selon lui, le fait qu'elle ait menti après le crime, en jouant le rôle de la mère effondrée qui implore le prétendu ravisseur de ses enfants de le ramener sain et sauf, alors qu'elle savait pertinemment qu'ils étaient au fond d'un lac, ça témoigne plus d'un crime froid et calculé que d'un acte commis sous le coup de l'émotion. D'ailleurs, il va plus loin dans sa démonstration et il précise que quand Susan s'est présentée au domicile des retraités, ses vêtements, ils étaient secs. Donc ça prouve qu'elle n'était pas dans la voiture quand elle a commencé à couler et qu'elle a même pas non plus essayé de sauver ses enfants. Donc elle a pas tant agi dans la panique et c'était bien plus prémédité qu'elle ne veut l'admettre. Le 22 juillet 1995, après 2h30 de délibération, les membres du jury déclarent Susan Smith coupable des 2 meurtres au premier degré. Ils refusent la peine de mort demandée par le procureur en déclarant que pour eux, Smith est une femme profondément perturbée et que la condamner à mort ne servirait aucune forme de justice. Une semaine plus tard, le 28 juillet 1995, Susan Smith est condamnée à 2 peines de prison à perpétuité, avec une possibilité de liberté conditionnelle au bout de 30 ans. Pour David Smith, son ex-mari et surtout le père dévasté des 2 enfants, la peine est bien trop légère. Ni ma famille, ni moi-même n'estimons que justice a été faite. Je n'oublierai jamais ce que Susan nous a fait, ni Michael et Alex. Nous sommes déçus que la peine de mort n'ait pas été prononcée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On l'a vu, Susan Smith a été condamnée à 2 peines de prison à vie, mais le juge n'a pas écarté la possibilité d'une remise en liberté conditionnelle. Et c'est précisément ce que Susan espère. Oui, même si elle répétait sans cesse qu'elle méritait d'être punie et carrément de mourir, elle semble visiblement maintenant estimer que sa punition a assez duré. Donc le 20 novembre 2024, Susan comparaît virtuellement depuis sa cellule de l'Institut correctionnel de Leith en Caroline du Sud. Avant toute chose, sachez que cette procédure a été très documentée et que les vidéos sont même disponibles sur YouTube si vous voulez les regarder en entier. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Bref, l'avocat de Susan Smith, Tommy Thomas, commence en rappelant l'importance des problèmes de santé mentale non traités avant d'évoquer le suicide du père de Susan, ses propres tentatives à elle et le faible risque qu'elle représente maintenant pour la société. Après ça, Susan Smith elle-même s'adresse au juge pour tenter de plaider sa cause. Je sais que ce que j'ai fait était horrible, et je donnerais n'importe quoi pour pouvoir revenir en arrière et changer ça. J'aime Michael et Alex de tout mon cœur. Elle ajoute aussi que Dieu lui a pardonné ses actes et qu'elle espère que la commission chargée de son évaluation en fera de même. Oui, c'est un peu osé, je vous l'accorde. Mais David Smith, qui est présent lui aussi lors de cette audience, n'est pas du tout du même avis. Ce n'était pas une tragique erreur. Elle a volontairement choisi de mettre fin à leur vie. Je n'ai jamais perçu aucun remords de sa part pour ses actes. Quant au procureur Tommy Pope, qui était déjà présent lors du procès en 1995, elle est uniquement motivée par ses propres intérêts, et il ajoute que si elle avait pu mettre David dans la voiture, elle l'aurait probablement fait. Et même si Susan Smith affirme que la prison lui a apporté une certaine forme de stabilité et qu'elle ne représente plus aucun danger pour la société, la commission n'est clairement pas de cet avis et sa demande est rejetée à l'unanimité. Et vous savez quoi ? D'après plusieurs gardes de la prison, Susan Smith aurait complètement vrillé à l'annonce de cette décision. Ils ont aussi raconté qu'elle est devenue beaucoup moins docile et qu'elle a totalement abandonné le rôle de la détenue modèle qu'elle jouait avant l'audience.
Après, en vrai, je dis ça, mais il faut savoir que Susan Smith avait déjà commis plusieurs infractions disciplinaires durant son incarcération. Elle a notamment été punie très sévèrement après avoir eu des relations sexuelles avec au moins 2 agents correctionnels. Donc bon, elle n'était pas non plus tellement une détenue modèle. Enfin bref, tout ça pour dire que la demande de libération conditionnelle de Susan Smith a été refusée l'année dernière, mais attention, ça ne signifie pas que son sort est scellé puisque en Caroline du Sud, un détenu peut faire une nouvelle demande tous les 2 ans. Ça signifie donc qu'en 2026, il se pourrait bien que Susan Smith refasse parler d'elle. Bon, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais aborder un dernier point qui me semble essentiel pour bien comprendre la portée de cette affaire. Parce que je pense que vous l'avez compris, mais l'affaire Susan Smith, elle se résume pas uniquement à un drame familial. Elle soulève aussi pas mal de questions profondes sur les biais raciaux ancrés dans la société aux États-Unis et qu'on pourrait tout à fait voir en France aussi d'ailleurs. Je m'explique. Quand Susan Smith affirme qu'un homme noir lui a volé sa voiture avec ses 2 enfants à l'intérieur, sa version est immédiatement prise au sérieux, bien qu'elle comporte des incohérences évidentes. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut remettre en doute la parole des victimes. Ce qui me questionne plus, c'est le fait que Susan Smith a opté pour un mensonge qu'elle estimait, visiblement à juste titre, suffisamment crédible, malgré, encore une fois, et j'insiste là-dessus, des éléments vraiment bancals. Pourquoi préciser que le mystérieux ravisseur était noir ? Parce qu'accuser un homme noir d'un quelconque crime, c'est pas anodin, ça active un réflexe raciste, bien ancré chez certains, peut-être encore plus dans un état comme la Caroline du Sud, qui associe très rapidement les Afro-Américains à la dangerosité et à la criminalité. On l'a vu, les médias se sont empressés de relayer un vague portrait robot et des dizaines d'hommes noirs ont été surveillés, traqués et harcelés par le public après ça. Bon, cela dit, je précise quand même que la police n'a pas vraiment mordu à cet hameçon-là puisqu'ils ont rapidement compris que l'histoire de Suzanne ne tenait pas debout. Par contre, ils sont un peu complices parce que comme ils ne voulaient pas prendre le risque d'exprimer publiquement leurs doutes, ils ont laissé durer cette panique raciale pendant un certain temps et la communauté afro-américaine s'est retrouvée ciblée par une vague de méfiance, allant même parfois jusqu'à de la haine. D'ailleurs, on peut aussi se demander ce qui se serait passé si Susan Smith n'avait jamais avoué. Est-ce qu'un homme noir aurait fini par être arrêté, voire condamné, pour un crime qu'il n'avait pas commis ? Je préfère croire que non, d'autant plus que les enquêteurs se sont tout de suite méfiés de Susan Smith. Mais quand on voit la facilité avec laquelle les médias et le grand public se sont accrochés à cette idée, on peut légitimement se poser la question. Ça y est, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Comme souvent, ce que je trouve particulièrement marquant dans cette affaire, c'est pas seulement l'horreur des actes de Susan Smith, mais aussi tout ce que ça révèle sur nos sociétés. Parce que au-delà du crime, il y a aussi tout un système qui, à sa manière, a permis que ce mensonge prenne racine, et ça en dit long sur la manière dont les médias jugent la parole des victimes, pas seulement sur les faits, mais sur qui elles sont. Voilà, j'espère que mon travail sur cette affaire vous a plu et peut-être aussi appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit commentaire puisque ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Merci encore à Club Lookea, le sponsor de cette vidéo, qui m'a fait confiance pour vous présenter les parties de loup-garou de tierce-lieu organisées cet été dans leur club. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon compte Instagram et sur les leurs pour trouver les indices qui vous permettront de mener l'enquête en attendant de participer vous-même aux parties cet été. Moi je vous dis à bientôt, mais probablement pas avant le mois de septembre. Je vais profiter de l'été pour prendre quelques petites vacances, mais surtout pour prendre un petit peu d'avance et revenir à la rentrée avec plein de nouvelles affaires à vous raconter. En attendant, je vais essayer de poster un petit peu plus souvent sur mes autres réseaux, Instagram et TikTok. Et il se pourrait aussi que ce soit le retour des live Twitch, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas aussi. Moi, je vous souhaite un super été, et puis en attendant de vous retrouver sur quelques plateformes que ce soit, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't give up now, because I've nearly broken out from this nightmare I've been living in. Will you whisper in my ear those 3 words I long to hear?